Bienvenue à nouveau au centre de cet espace de discussion sage et en tout cas mesuré qu'on souhaite créer avec Damien pour les 5 candidats aux municipales qui ont accepté de venir nous voir. En 2 mots, je m'appelle Pierre Gérard, je suis consultant en innovation et en transformation et journaliste. Voilà. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un débat en 2 parties. Une première partie où on va discuter peut-être plus avant avec Jean-Pierre Brenas, et ensuite une deuxième partie où vous aurez la possibilité de poser des questions, pas de faire des déclarations. Et ça, ce sera à moi de gérer la chose. Pour introduire le sujet, je vais commencer avec quelques éléments de contexte de quelque chose qui vient du Sénat. Le Sénat a la chance, c'est un des seuls parlements dans le monde qui a une délégation à la prospective. Et le Sénat, en mai dernier, a publié un rapport qui s'appelle « Adapter la France au dérèglement climatique à l'horizon 2050, urgence déclarée ». Vous connaissez comme moi les sénateurs, c'est des gens qui sont plutôt posés. C'est un groupe multi-tendances politiques. Je voulais juste vous lire 3 choses qu'il y a dans le rapport introductif. C'est extrêmement coûteux, si vous voulez l'acheter, ça vaut 5 €. Voilà. Quelle que soit l'intensité et le succès de nos efforts de maîtrise des émissions, tous les effets négatifs déjà observables des changements climatiques vont donc s'accentuer. Qu'il s'agisse des risques naturels climatiques, des problèmes de canicule, de sécheresse des sols ou de tensions sur les ressources hydriques. Il faut donc se préparer à absorber ce choc climatique inévitable. Le rapport fait état d'un constat sur une mobilisation globalement insuffisante de notre pays sur les enjeux d'adaptation au regard des dérèglements climatiques déjà observables ou attendus. Et la troisième citation, la dynamique d'appropriation des enjeux d'adaptation demeure embryonnaire pour la grande majorité des collectivités territoriales et des filières économiques. Voilà ce que nous disent cette commission qui est composée de 36 sénateurs. Ce qui me permet d'ouvrir par la première question. Voilà, je vous ouvre le micro. Pour vous, Jean-Pierre Brenas, quand on dit transition environnementale ou transition écologique, qu'est-ce que ça recouvre pour vous ? Alors pour moi, c'est un enjeu majeur à double titre. D'abord en tant qu'élu et puis en tant que professionnel de santé. C'est d'abord un enjeu de santé publique. C'est aussi pour la ville de Clermont de montrer une solidarité mondiale dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis je crois que c'est aussi un enjeu de bien-être pour nos concitoyens. Je crois que l'ensemble est lié. Nous sommes à la fois dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être et dans le domaine de la protection de la planète. Donc tout est lié. Et pour vous, en termes d'importance, par rapport à l'ensemble des axes que vous avez choisis pour votre campagne électorale, qu'est-ce qu'ils représentent ? Alors, ce qui me semble important en tant qu'élu, c'est d'abord d'agir sur les compétences du maire et du président de la métropole à différents niveaux, sur l'aménagement du territoire, sur l'urbanisme, sur l'habitat, sur les mobilités, sur les énergies, l'élimination des déchets, l'alimentation, l'économie également, parce que le maire et le président de la métropole a des pouvoirs très importants sur tous ces axes. Première chose, agir de par ses compétences. Deuxième chose, je crois qu'il s'agit de faire prendre conscience à nos concitoyens que nous sommes tous concernés, nous sommes tous dans la même galère, si je peux dire, parce que le dérèglement climatique, il est là, il se manifeste tous les jours. Ce sont des incendies, c'est de la sécheresse, c'est des inondations, et il faut véritablement avoir conscience de tout cela. Et le premier rôle du maire et du président de la métropole, puisqu'on raisonne à l'échelle métropolitaine, c'est d'amener à la connaissance de nos concitoyens la réalité des faits, c'est-à-dire diffuser d'abord de l'information. Alors ça passe par des soutiens aux associations qui expliquent à nos concitoyens les enjeux. C'est la diffusion de la culture scientifique, technique, industrielle. C'est par exemple créer des lieux comme le tiers-lieu que nous souhaitons créer à l'Hôtel Dieu pour rassembler, accueillir les Clermontois dans des conférences
pédagogique, c'est l'université populaire. Parce que à partir du moment où nos changements de vie, nos changements de comportement sont impératifs, cela va demander des efforts. Et tout effort doit correspondre à un gain. Et il faut expliquer à nos concitoyens le sens que nous donnons. Parce qu'il faut changer ses habitudes. C'est un impératif, mais pourquoi les changer? Il faut que ça fasse sens, il faut que ça serve à quelque chose. Si on change, si on laisse sa voiture demain chez soi, c'est pour avoir de l'air meilleur à Clermont, qui va servir à tous. Donc le deuxième grand rôle, au-delà des compétences, c'est de permettre aux politiques de diffuser cette information, de faire de la pédagogie. Et puis le troisième grand axe que j'attribue aux maires et aux présidents de la métropole, c'est de faire de la co-construction. C'est-à-dire que dans la gouvernance, il faut qu'il y ait un élu, un adjoint au maire, un vice-président de la métropole qui soit chargé de cette question. Et dans le projet que nous portons, l'adjoint ainsi que le vice-président de la métropole aura en charge 3 compétences, parce que pour nous elles sont liées. C'est l'écologie, c'est la santé et c'est le numérique. Parce que tout est lié. Nous respirons un air meilleur si nous agissons sur les mobilités, sur l'urbanisme, tout ça grâce au numérique, grâce aux data, on peut jouer là-dessus. Et donc la politique écologiste de transformation pour que Clermont fasse sa mue, pour qu'elle s'adapte au XXIe siècle et qu'elle soit une ville éco-responsable, une ville de développement durable, et ben ça passe par une action que l'on décline à travers toutes les compétences. Ce n'est pas une seule compétence, l'écologie, on décline ça à travers l'ensemble des compétences qui sont à notre disposition. Comme je vous l'ai dit, l'urbanisme, les mobilités, les énergies et l'économie. Vous nous parlez de diffuser de l'information concrètement et qu'il faut être face au changement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'il faut... tous nos concitoyens n'ont pas conscience des enjeux. Ils doivent adapter leur comportement au quotidien, dans la façon de se déplacer, dans leur alimentation, privilégier très concrètement les circuits courts, la production locale, les légumes et les fruits de saison, c'est faire attention à la consommation d'eau, c'est se déplacer à pied, la marche à pied, c'est se déplacer à vélo. Mais pour tout cela, il faut qu'il y a 2 solutions. Vous savez, soit on est dans la carotte, soit on est dans le bâton. Aujourd'hui, on a tendance à aller, je ne veux surtout pas faire de polémique sur un sujet aussi important que celui-ci, mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on est sur la chasse à la voiture, par exemple, si on parle que des mobilités. Et moi, ce que je crois, c'est que je préfère être dans l'incitatif, c'est-à-dire dire à nos concitoyens, eh bien, on va faire en sorte que de se déplacer avec les transports en commun, avec le vélo, avec les navettes, avec les minibus, ce sera plus confortable, plus rapide, moins coûteux. Et donc, finalement, vous allez laisser votre voiture. Je prends un exemple. La 2e ligne de transport en commun à Clermont, propre, le tram, elle était dans le projet de Serge Godin en 2008. On ne l'a pas vu encore. Donc, il est difficile aujourd'hui de dire à nos concitoyens, on va rejeter la voiture sans proposer une offre qui soit à la hauteur. Donc, il faut véritablement donner envie. Je suis arrivé de mon cabinet avec mon vélo, comme je m'en sers tous les jours, depuis 7-8 ans à Clermont. Mais ça fait du bien de pédaler. Il faut positiver. Il ne faut pas dire aux Clermontois, du jour au lendemain, vous allez laisser votre voiture au garage. On va dire aux Clermontois, on va oxygéner la ville par votre nouvelle démarche. Et je vous promets que de faire du vélo, d'abord, ça évite de répondre à son smartphone. C'est déstressant. Ça fait du bien. On respire et je crois qu'il faut délivrer cette information positive pour montrer à nos concitoyens qu'il y a un intérêt à faire produire cet effort pour changer ses habitudes. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres que j'ai pu trouver, les déplacements à vélo sur la métropole, c'est 2%. On est à 2% en vélo, 8% en transport en commun, 30% à pied. Finalement, l'Auvergnat aime marcher. Il aime aussi utiliser sa voiture puisque 59% se fait en transport individuel. C'est bien de vouloir le vélo, c'est 2% aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au déplacement en voiture ? Et il suffit de vous mettez sur n'importe quel endroit, vous regardez combien il y a de personnes dans les voitures le matin. Généralement, il y a une personne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça ? Eh bien, il faut faciliter
l'usage du vélo. Clermont est une ville dangereuse au niveau du vélo. Et un plan a été voté, un plan sur 10 ans, une trentaine de millions d'euros, c'est insuffisant. Moi, ce que je souhaite, si demain je suis à la tête de la métropole et de la ville de Clermont, c'est diviser par 2 la durée du plan, c'est-à-dire faire qu'au bout de 5 ans, eh bien, nous ayons un réseau de pistes cyclables qui soit sécurisé, familial. Et puis, vous parlez de la voiture. Pourquoi tant de personnes sont seules dans leur voiture? C'est pas normal, c'est comme ça qu'on pollue. Eh bien, on va inciter à laisser la voiture au garage si on prévoit des emplacements de stationnement de vélos cargo, par exemple. Comment voulez-vous faire vos courses aujourd'hui à Clermont? Il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de stationnement pour les vélos cargo, il n'y a pas de stationnement. Clermont n'est pas habilité à recevoir des 2 roues, des monoroues. C'est extrêmement dangereux. Il faut mettre en place des campagnes pédagogiques de partage de la chaussée, de partage de la voirie. Il faut véritablement rendre incitatif le vélo en développant le nombre de pistes cyclables. Si on attend ce qui est prévu dans 10 ans, nous aurons toujours 10 ans de retard. Donc il faut accélérer les choses et tourner le dos donc, au béton et aux tout-voitures. Concrètement, comment juste en développant le vélo, vous pensez que les gens vont rester chez eux? Non, moi je pense que tout le monde ne peut pas faire du vélo. Et je veux faire de Clermont la ville des mobilités propres et douces. Alors, première chose, moi je veux relancer la marche à pied sur des sentiers urbains. Plusieurs sentiers urbains verts, dont un qui partira de la place des Salins, qui ira de Lille, Gaillard, Jaude. Un autre sentier urbain qui partira du promontoire de Saint-Jacques en direction des pistes. Développer la culture physique, la marche à pied, des bus à haut niveau de service. Nous sommes sur l'hydrogène. Créer 2 nouvelles lignes de bus hydrogène à haut niveau de service, avec des bus qui ont une amplitude horaire supérieure à l'amplitude actuelle. Je prends un exemple, celui qui va au cinéma à Clermont, qui habite la Glacière, en sortant du cinéma, il n'y a plus de bus pour repartir. Les bus s'arrêtent à 20h, 20h15. Il faut augmenter le cadencement. Il faut qu'il y ait des bus des transports en commun à moins de 500 mètres de domicile. C'est un tout. C'est en rendant plus incitatif l'ensemble des déplacements doux et propres qu'on va laisser sa voiture. Voilà, marche à pied, vélo, c'est des navettes électriques. Des navettes électriques gratuites. Ce sont des minibus électriques. C'est comme ça, pour monter de la place de Jaude à la place de la Victoire, on va encourager avec la gratuité des navettes. Et puis, fidèle à ma philosophie, moi je veux faciliter les choses et pas le bâton. Je propose, parce qu'on y va sur la zone à faible émission. Aucun candidat n'en parle, mais une zone à faible émission, elle sera en place sur la ville de Clermont d'ici la fin de l'année. Le gouvernement nous y contraint. Et je propose, sur le plateau central, commencer par ce lieu emblématique de Clermont, le réserver aux 2 roues, aux 4 roues électriques, et pour cela faciliter les choses des habitants du plateau central. Par exemple, consacrer l'emplacement de la maison d'arrêt qui va être déconstruite à un vaste parking, vélo, voiture électrique, place de maintenance, entretien des vélos et espace de convivialité. C'est-à-dire faire en sorte que sur le plateau central, vous savez, vous avez beaucoup de gens qui sont dans des immeubles anciens et qui ne peuvent pas garer leur vélo. Eh bien, à partir du moment où on le sait, de toute façon, il faudra faire une zone à faible émission. Pourquoi ne pas commencer par le plateau central en réservant le périmètre situé entre l'hôtel de ville et l'hôtel Dieu uniquement à la mobilité propre, la mobilité douce, et puis progressivement, on peut élargir à la surface de la ville. Mais d'abord, mettre de l'argent, aider, inciter, faire en sorte qu'il soit facile de faire du vélo, plus pratique. Et c'est comme ça, je pense que c'est une solution plus intelligente et une stratégie en tout cas plus efficace que de faire la chasse à la voiture. Aujourd'hui, quand on prend un classement par le think tank, les clés de la mobilité, Clermont-Ferrand est 29e sur les grandes villes françaises. Ils en avaient interrogé 75. Est-ce que ça peut passer par une gratuité des transports en commun ?
Moi, je pense qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Si ce n'est pas le passager, l'utilisateur, c'est quelqu'un d'autre qui paye derrière. Et en l'occurrence, si on met la gratuité des transports à Clermont, ce sera le contribuable qui paiera à travers un soutien financier plus fort de la métropole. Donc il faut bien dire une première chose, c'est que la gratuité, ça n'existe pas. Et si vous ne la payez pas d'une façon avec le ticket, vous la paierez à travers vos impôts. Par contre, moi, ce que je crois, et puis en plus, pour certaines personnes, ça ne changera rien, que ce soit gratuit ou pas. Par contre, ce que je propose, c'est de mettre la gratuité pour le public qui en a le plus besoin. Ce sont les chômeurs, les précaires, les étudiants. C'est par exemple les personnes âgées, les seniors qui ne peuvent pas faire de vélo. Voilà, ou dans des situations particulières où on veut véritablement qu'il n'y ait absolument pas de voiture en ville. Mais qu'on réserve cette gratuité, non pas généralisée, parce que c'est la pire des injustices, la gratuité généralisée, et d'autant plus que vous avez un effet délétère. Avec la gratuité généralisée, systématiquement, vous avez la part du vélo qui baisse. Parce que les gens se disent, pourquoi mettre un budget dans le vélo risque de se le faire piquer? Pourquoi le jour où il pleut, prendre son vélo? On va prendre les transports en commun. Et au final, c'est contre-productif. Parce que vous mettez plus de bus, moins de vélos, et finalement, sur le bilan carbone, il n'est pas satisfaisant. Peut-être que l'enjeu, c'est d'avoir moins de voitures. Au bout du bout. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. L'enjeu, c'est exactement ça. C'est de faire en sorte qu'il soit plus simple, plus rapide, plus confortable et moins coûteux de se déplacer avec des transports publics, avec des transports électriques, avec du deux roues, à pied, des mini-navettes, des minibus, plutôt qu'avec sa voiture. Alors, je me suis permis de regarder votre programme. Je suis allé sur le site internet, on m'a diffusé un certain nombre de choses. Vous parlez beaucoup de végétaliser l'espace urbain. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ou de faire Clermont une ville nature, pardon. Écoutez, Clermont est dans un écrin exceptionnel que le monde entier, je pèse mes mots, nous envie. Je pense au label UNESCO. On a fait beaucoup pour les deux grands parcs, le parc Livradois-Forêt, le parc des Volcans. On est en train de s'occuper de l'Allier, notamment avec la région, avec une voie verte. Mais paradoxalement, la ville de Clermont ne bénéficie pas de cet écrin. Et nous voulons faire en sorte que la nature soit en résonance au sein de la ville et que la ville de Clermont, la nature, elle redevienne le support de l'urbanité. Faire en sorte qu'il y ait cette armature de verdure qui est au nord avec les côtes de Clermont, à l'est avec le puits de Crouel, au sud le plateau de Gergovie, à l'ouest avec le puits de Grave-Noire. Toute cette verdure, elle rentre dans la ville. Et pour cela, plusieurs principes. Le premier, on arrête l'étalement de la ville. On ne grignote plus de terre végétale. C'est-à-dire, on reconstruit la ville sur la ville en commençant par quoi? Par les friches, 250 hectares de friches à Clermont, du côté de Saint-Jean, on crée un écoquartier. Un écoquartier type Confluence, pour ceux qui connaissent le plus près de Clermont. On s'appuie sur les dents creuses, on s'appuie sur les logements vacants, les logements vétustes. On fait de la hauteur. On privilégie dans les constructions les coefficients de biotope, parce que ça ne veut rien dire de parler, on va planter 5 000 arbres, 10 000 arbres, 15 000 arbres. Moi, je veux que la nature, elle revienne en ville. La nature, une nature avec de la permaculture, avec cet effet de résilience, avec de la biophilie, avec des tondeuses animales. Les tondeuses animales, des mini-moutons d'ouessants qui vont brouter l'herbe. Et ça fait du bien, parce que la vue de la faune, de la flore, c'est la vue de la vie. Et c'est ça qui réjouit nos concitoyens. Et pourquoi il faut de la végétation? Parce que la végétation, ça rafraîchit la ville. La végétation, c'est la photosynthèse. Et la photosynthèse, elle piège le CO2 et elle rejette de l'oxygène. C'est-à-dire que vous avez de la dépollution naturelle. Et pour nous, il est scandaleux. On en voit partout en ce moment à Vallières des pétitions parce qu'on détruit des carrés de verdure. Eh bien, pour nous, nous disons à chaque construction sur un carré de verdure, il faudra qu'il y ait un coefficient de biotope par surface qui fasse que, à la sortie, eh bien, au final, à la fin de la construction, il y ait le même coefficient de biotope par surface. Ça veut dire qu'il y ait des murs, des toits végétalisés, de façon à ce qu'on maintienne cette biodiversité. Excusez-moi, je termine parce que c'est très important. Les gens se disent, oui, c'est des trucs de bobos, les biodiversités, etc. La biodiversité, c'est essentiel parce que nous avons besoin de végétaux, de fleurs, de nectar, de pollen pour attirer les
les pollinisateurs, les abeilles sauvages, les abeilles domestiques. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir à proximité de la ville, enfin de la métropole plus exactement, des cultures maraîchères, des légumes, des fruits, s'il n'y a pas de pollinisateurs. Donc la verdure, ce n'est pas un élément politique décoratif, c'est essentiel. C'est la biodiversité, c'est la façon de se nourrir, au final. Parce que dans notre projet, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons développer les circuits courts, la production locale, faire en sorte que... Ne parlons pas systématiquement de ceinture maraîchère. Moi, ce que je veux, c'est m'appuyer sur le projet alimentaire territorial du parc Livradois-Forez. Qu'est-ce que c'est? C'est d'identifier tout ce qui est autour de la métropole en termes de foncier, de terrain propre, agricole, qui a un potentiel pour faire de l'agriculture maraîchère et pouvoir ensuite dire... Voilà, on donne les moyens de faire de la production locale et des circuits courts. Parce qu'on ne peut pas dire, il n'y a rien autour de Clermont, et on veut quelque chose qui soit économe en carbone et en transport. Donc la mairie, elle a le droit de préemption commerciale aujourd'hui. Quand vous avez des boutiques qui ferment, eh ben, elle a la possibilité d'acheter une boutique et plutôt que d'y mettre une boutique de tatoueur ou de réparation de téléphone, elle peut revendre à de l'alimentaire, du commerce de bouche. Eh bien, pour les faire travailler, ces commerces de bouche, on ne peut pas exiger du circuit court s'il n'y en a pas à proximité. Donc, moi, ce que je veux, c'est faire la même chose, c'est-à-dire préempter des terres végétales, dire aux maraîchers, on vous loue ces carrés de verdure, vous nous faites de la production, et à ce moment-là, on l'achète et on nourrit les Clermontois, et en particulier les cantines scolaires. Est-ce que ça peut... J'ai bien compris que tout à l'heure, rien n'était gratuit, mais aujourd'hui, être maraîcher en permaculture en zone périurbaine, c'est quelque chose qui économiquement est extrêmement compliqué. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la garantie d'un salaire minimum pour ces gens qui nourrissent la ville ou pas? Non mais, moins on mettra de contraintes, moins on mettra mieux ce sera. Moi, ce que je veux, c'est des paysans heureux qui se développent et qui vivent de leur travail et non pas d'aide publique. Et je crois que c'est possible parce que à partir du moment où on suit un raisonnement qui est logique et qui est clair. C'est-à-dire, on arrête l'étalement de notre ville en nappe d'huile. On est allé beaucoup trop loin. On a beaucoup trop grignoté de terre végétale. À partir du moment où on les réserve pour les meilleurs lots, les meilleures expositions à de l'agriculture, des légumes et des fruits, il n'y a pas de raison. En plus, si on développe le commerce de proximité, on leur permet de commercer avec des boutiques en centre-ville, avec des marchés. On développe le marché de la place de Jaude et d'autres marchés. À partir du moment où on facilite le modèle économique des maraîchers, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Parce qu'on ne peut pas tout avoir, partir sur des dépenses d'argent public. Moi, je préfère apprendre à pêcher plutôt que de financer les poissons. Voilà. Ok. C'est clair qu'il suffit de se promener autour. Il y a il suffit d'aller sur les côtes de Clermont, la quantité de terre en déprise, dans ce qui était une zone de jardinage auparavant, qui était l'endroit où des gens de milieux plus populaires trouver leur nourriture. J'habite Beaumont et des anciens jardins dits ouvriers sont aujourd'hui pas toujours complètement exploités, il y a encore de la place. Pour autant, on est moins sur le cœur de Clermont. J'ai bien lu ou alors j'ai peut-être pas bien lu, ce que vous avez écrit sur votre site internet ou sur votre programme. Je vois pas trop la question finalement de la consommation énergétique de la ville. Alors peut-être que j'ai mal regardé. Globalement, pour donner un point de repère, en 2014, quand il y a eu un bilan sur Clermont Métropole, il a été estimé que chaque année, la ville consommait en équivalent électricité, en énergie, un réacteur nucléaire. La production d'un réacteur nucléaire par an, ça fait de l'ordre de 7 gigawatts par an. Voilà. On a besoin donc, pour faire vivre Clermont-Ferrand, d'un réacteur nucléaire par an. Aujourd'hui,
Voilà, c'est ce qui est. Je ne pense pas que ce soit CBC. En tout cas, je n'en ai pas trouvé les chiffres. Est-ce que sur ce sujet-là, vous avez des ambitions de diminuer les consommations et comment? J'ai des ambitions importantes, oui. C'est de diviser par 2 la consommation énergétique sur la métropole clermontoise d'ici 2050. Et sur cette consommation, nous nous sommes fixés comme objectif de multiplier par 5 la part d'énergie renouvelable par rapport aux énergies fossiles. Actuellement, nous sommes autour de 8%, 3 gigawattheures de production d'énergie renouvelable. Nous allons multiplier ça par 5 d'ici 2050 pour arriver à 3000, à peu près 3000 gigawattheures. Comment? Actuellement, nous avons 2 réseaux de chaleur au bois et on fait un petit peu de biomasse avec l'incinérateur. Il faut, je crois, investir massivement dans le photovoltaïque et surtout dans la géothermie. Nous avons, et les géographes et l'ensemble des géologues clermontois et les chercheurs nous disent, on a une chance extraordinaire avec la Limagne. Mais par contre, il faut aller profond. Il faut descendre à 5000 mètres. À 5000 mètres, vous trouvez de l'eau à 200 degrés. L'eau à 200 degrés, elle fait tourner des turbines pour faire de la production électrique. Et nous avons cette chance sur le territoire de développer. Pourquoi il est important de diminuer nos dépenses énergétiques? Alors, je vais vous expliquer comment, mais pourquoi? Parce qu'au final, c'est la pollution de l'air. Ce sont des émissions de gaz à effet de serre. Pour donner un chiffre, alors, puisqu'on parle de chiffres, mais sans en donner trop. Clermont, la métropole clermontoise, dégage en gaz à effet de serre 1,5 million de tonnes équivalent CO2. Je vous remercie, je l'avais préparé. 1,5 million. Ça veut dire que par habitant de la métropole, nous sommes à 5 tonnes. 5 tonnes équivalent CO2. Soit le double d'un habitant comme Singapour. C'est la moitié des Américains aussi, il faut dire. Mais il y a une réalité. Il faut diviser par 4 ces émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est possible par nos comportements. Alors, je prends les dépenses énergétiques. Comment les diminuer? On peut agir sur le public, le patrimoine immobilier de la ville et de la métropole. On peut agir sur le patrimoine privé, c'est-à-dire sur nos logements. C'est quoi l'énergie? On dépense de l'énergie quand nos logements sont mal isolés. Eh bien, on chiffre à pas loin de 50 000 logements passoires sur la métropole clermontoise. Et bien souvent, il y a un problème, un frein financier, mais c'est aussi un manque d'information. Il existe de multiples aides, de multiples possibilités à travers l'Europe, à travers la région, à travers la métropole, à travers la ville, le département. Il existe, et je vous passe tous les cycles, de multiples plateformes. Mais bon, je dis à nos concitoyens, c'est essentiel, allez prendre des informations, faites des travaux chez vous, et vous vous y retrouverez sur les dépenses d'énergie. Faites des travaux, et il y a une partie des travaux qui sera prise en charge. La ville, la métropole, elle doit montrer l'exemple. Eh bien, elle doit isoler son patrimoine immobilier, elle doit mettre des panneaux photovoltaïques sur ses toitures, comme les entreprises, sur les ombrières, sur les parkings, c'est-à-dire produire sa propre électricité. Donc, nous, les enjeux, ils sont très clairs. Il faut diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de passer de 5 tonnes par habitant sur la métropole à un peu plus d'1 tonne. Il faut multiplier par 5 la part des énergies renouvelables avec une piste très intéressante, qui est la géothermie. Vraiment, il faut s'en occuper. Et puis, réduire nos consommations énergétiques. Il est clair que le résidentiel est un point majeur, puisque c'est un peu plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre et un tiers, presque 40% de tout ce qui est consommation énergétique en résidentiel. Cet été, il a fait chaud quand même. Je ne sais pas si vous avez trouvé qu'il faisait chaud cet été? Vous étiez peut-être pas à Clermont. À Clermont, il a quand même fait chaud. Et puis, il y a quelque chose qui passait assez inaperçu, c'est nos réserves en eau. On m'a toujours dit que l'Auvergne, c'était le château d'eau de la France. Et qu'est-ce qu'il en est de la sécurisation des ressources en eau de Clermont? Paradoxalement, vous savez qu'à Clermont, on va chercher de l'eau dans l'Allier et on construit une usine
la rendre pure à une usine à 30 millions d'euros, alors que nous avons les sources qui sont juste au-dessus de nous, avec de l'eau minérale qui coule. Bon, alors ça c'est un problème. Alors déjà, nous sommes en plein dans le dérèglement climatique, là, parce que nous avons moins d'eau. Et nous allons vers les sécheresses. C'est pour ça qu'il faut véritablement agir. Au quotidien, eh bien, il faut économiser l'eau dans sa propre consommation, au niveau des bâtiments publics, au niveau de la métropole, au niveau de la mairie. Donc il faut être très précautionneux au niveau de l'utilisation de l'eau, comme des déchets d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on produit beaucoup de déchets, on a besoin d'eau pour traiter tout ça. On produit trop de déchets. Et là, fidèle à ma ligne, moi je suis pour l'incitatif. On peut très bien envisager, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, de mettre des puces dans les bacs poubelles pour diminuer la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères pour celui qui produit moins de déchets. Il faut favoriser les achats en vrac, sans emballage. Il faut favoriser les produits qui se réparent, les produits qui se recyclent. Mais pour ça, il faut aussi que les industriels intègrent une responsabilité, non pas seulement de mettre des produits sur le marché, mais d'assurer leur élimination, c'est-à-dire l'élimination, le recyclage, l'économie circulaire. Donc j'en viens, l'eau, c'est l'élimination des déchets, favoriser à travers le niveau de production et le niveau de tri sélectif que chacun fait chez soi, les encourager plutôt que de les taxer, c'est-à-dire réduire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à partir de ces moyens, de ces nouvelles technologies. On dit souvent que les réseaux d'eau perdent 30% entre le point de sortie de l'usine et l'arrivée dans les compteurs d'eau individuels ou collectifs, il y a à peu près un tiers. Est-ce qu'il y a des travaux d'infrastructure qui peuvent être engagés pour réduire cette perte, perdre un tiers de l'eau ? Bien sûr, d'abord, il faut refaire les canalisations qui perdent trop. Vous faites bien de le signaler. Mais l'eau, c'est essentiel. Je vais vous prendre un autre exemple. Quand je vois la rue de la Treille, qui avait des pavés, et du jour au lendemain, parce que les pavés étaient à refaire, au lieu de refaire les pavés, on a mis du goudron. Qu'est-ce qui se passe? L'eau ruisselle. On n'arrête pas d'imperméabiliser les sols. Et après, on va construire des bassins d'orage, des bassins de rétention pour éviter les inondations. On marche sur la tête. Donc aujourd'hui, il faut avoir conscience que l'eau, il faut la récupérer. Il faut beaucoup plus de végétaux dans notre ville, faire en sorte qu'on arrête d'imperméabiliser les sols, plus de végétation, plus de nature, parce que même si nous sommes dans le château d'eau de la France, l'eau est extrêmement précieuse. Et pour ça, l'urbanisme peut apporter des réponses. Alors j'ai encore 3 questions, parce que ça fait 25 minutes qu'on échange, et le deal, c'est que dans 5 minutes, la parole soit à vous. La première, c'est sur l'économique. En matière économique, j'ai vu que vous étiez sur une incitation à aider les entreprises à la transformation digitale. En matière d'environnemental, quel pourrait être le pouvoir d'action si vous étiez élu maire de Clermont? Moi, je crois qu'une entreprise a un rôle essentiel à jouer. De plus en plus de chefs d'entreprise ont conscience, notamment avec ces notions de responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise, il faut lui faciliter les choses. D'abord, qu'il n'y ait pas de logistique trop importante, qu'elle soit à proximité des axes autoroutiers. Il faut faciliter les livraisons au centre-ville. C'est par exemple le dernier kilomètre qui doit être propre. Il faut éviter que des camions rentrent en ville. Il faut aussi, et là je vais prendre peut-être l'exemple vers lequel il faut tendre, c'est l'exemple Michelin du pneu Vision. Dans sa conception, dans sa production, dans sa réalisation, dans sa vie, dans son élimination, le pneu laisse aucune trace carbone. Toutes les entreprises doivent tendre vers cet objectif. Alors comment? Elles ne peuvent pas toutes le faire. Mais l'idée, c'est d'apporter des aides, de cautionner, de conditionner ces aides économiques que la métropole peut apporter à des entreprises qui vont dans ce sens. Parce qu'il faut récompenser ceux qui sont vertueux pour la planète, et notamment dans le monde de l'entreprise.
Alors, deux dernières questions. Sachez que cette trame-là est une trame que je vais utiliser de la même façon pour tous les candidats, hein. On fonctionnera de la même façon. De même, les vidéos seront diffusées à la fin des cinq interviews, qu'il n'y ait pas qu'une personne qui soit favorisée par rapport à d'autres. Une question, est-ce que vous pensez que votre programme est à la hauteur des enjeux ? Alors, vous savez, je crois que nous avons un projet qui est vraiment réaliste, qui sera mesurable, qui sera financé. Moi, vous pouvez douter de mon projet. Moi, ce que je constate, c'est que les 6 années passées, on n'a fait que bétonner notre ville. Moi, je veux bien, encore une fois, on ne va pas polémiquer, mais pourquoi les bétonneurs d'hier seraient les jardiniers de demain ? Voilà, on n'a fait que bétonner. Où est la verdure ? Où sont les ombres? Où sont les végétaux? Vous pouvez prendre mon projet de 2014 sur la plaquette que nous avions. Nous parlions de la nécessité, l'impérative nécessité de végétaliser la ville. Donc, vous savez, pour moi, je le disais, c'est une passion. Je suis professionnel de santé, en plus. Je sais les dégâts que produisent les particules fines, les PM2,5. Elles rentrent au plus profond des alvéoles et elles sédimentent les alvéoles pulmonaires. Et ça, c'est une réalité. Et donc, il ne s'agit pas d'un geste politique, ça n'a rien de politicien, ma démarche. C'est une question de santé publique, et cette politique de transition, d'adaptation de notre ville, nous allons la décliner à travers chacune de ses compétences. Mais oui, nous allons revenir sur certains projets pour financer ça. Un stade à 70 millions d'euros, 30 000 places, c'est peut-être pas la priorité quand on a 2% de mode de déplacement à vélo et que Grenoble est à 15%. Ok, une dernière question. En matière de transition écologique, quel est pour vous l'enjeu des enjeux, l'enjeu majeur, le maître en jeu ? L'enjeu des enjeux, vous savez, moi je suis très pragmatique, hein, je viens du monde de l'entreprise. Je vous dis, il faut diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre pour respirer un air plus pur à Clermont. Pourquoi ? Parce que vous avez 2000 personnes à Clermont qui sont en quasiment permanence exposées à des normes supérieures à l'OMS. Ne vous fiez pas, je le dis à tout le monde, aux girafes. Ça n'a rien à voir avec l'OMS. Parce que les girafes, elles sont gentilles, hein. L'OMS est beaucoup plus sévère. Donc pour moi, d'une façon pragmatique, qu'est-ce qui pollue le plus ? Ce sont les mobilités, ce sont les déplacements. Donc c'est là où il faut agir le plus. Agir le plus, comme je l'ai indiqué, à travers des transports en commun qui soient plus attractifs, à travers des pistes cyclables qui soient franchement sécurisées, à travers des navettes gratuites. Voilà, c'est véritablement à travers la mobilité, avec un grand projet qui nous permette d'oxygéner la ville et qui nous permette d'être fiers, parce que demain, Clermont sera une vitrine des mobilités du futur. On y travaille avec les laboratoires de recherche. Nous avons le circuit de Charade qui fait de l'applicatif demain, qui permettra de faire avancer les progrès, parce que demain, quand on va traverser la métropole Clermont-Vichy, on va recharger sa voiture en induction. Et là, les Clermontois vont être fiers véritablement de ces changements en matière de mobilité. Et parce qu'ils en seront fiers, ils vont trouver du sens à changer leurs habitudes et à faire quelques petits efforts pour changer leur mode de vie. Ok, maintenant c'est à vous les questions. Donc le principe, soyez gentil de vous présenter en très très court et de poser une question, pas de faire des déclarations, ce serait bien. Merci. Bonjour, Nicolas Duraca, je suis le directeur du Centre de R&D en innovation sociale. Merci pour cette présentation de votre réflexion autour de l'écologie, qui est somme toute intéressante, mais qui ne me convainc pas pour différentes raisons, mais juste pour une raison très précise, c'est que... Oui, j'y arrive. Pour une raison très précise, c'est que il y a quelques dizaines d'années, il y a maintenant 70 ans, M. Meadows a écrit un rapport explicitant très clairement pourquoi on allait arriver à cette situation qu'on décrit aujourd'hui. Et dans le facteur principal qu'il décrit comme étant
le facteur déclenchant de la situation, c'est un système, c'est une analyse systémique. Et ce système, qu'il décrit comme étant le système thermo-industriel, il place l'économie au cœur de son analyse en disant finalement c'est le système économique qui aujourd'hui cause tous ces troubles et qui nous met dans cette situation-là. Et du coup ma question c'est, vous n'abordez pas la question économique et notamment la question du système économique marchand comme étant le producteur principal de la situation de dérèglement climatique que nous connaissons. Et du coup, quelles propositions vous faites en termes économiques pour pouvoir proposer une sortie, une alternative systémique à l'échelle métropolitaine pour pouvoir enfin régler ce problème-là, puisque ce n'est que par là que potentiellement on peut entrer sur cette question. Donc la question est, quel modèle économique pour demain, autre que marchand, pour pouvoir rentrer en résilience territoriale ? Alors, je vous remercie parce que c'est une question centrale. Alors, on déborde un petit peu la collectivité, mais c'est intéressant. Moi, je suis là pour essayer de vous convaincre. Je ne sais pas si je vais y arriver. Vous affirmez que ça passe par la fin du secteur marchand. Je vais vous donner ma position. Je crois, vous avez en partie raison, mais ce que je crois aujourd'hui, c'est que moi, je ne suis pas pour la décroissance. Je suis pour une autre croissance et je ne suis pas pour le statu quo. Simplement, je crois qu'on peut, en changeant nos modes de vie, nos modes de consommation, on peut soutenir une croissance différente. En fait, le fond de la question, c'est le découplage pollution, activité économique. Et c'est là, je réponds précisément à votre question. Je crois que nous n'avons pas les mêmes appréciations. Vous considérez que les deux vont de pair. Et moi, je veux essayer de vous expliquer pourquoi, justement, on peut essayer de découpler. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quels seront les métiers de demain, en 2050. Vous avez de nombreuses technologies qui vous permettent aujourd'hui de créer, de produire de façon différente, de façon à présenter des produits sur les marchés qui sont respectueux de la planète, respectueux des hommes. On peut faire du business et du business propre pour la planète. C'est ma conviction. D'abord, il s'agit de développer tout ce qui tourne autour de la production d'énergie verte. J'ai évoqué la géothermie, il y a de nombreux emplois, il y a beaucoup de création de richesses. Aujourd'hui, on construit les bâtiments différemment, avec le bois, avec tout ce que vous voulez. En matière d'urbanisme, on peut créer des emplois avec l'urbanisme de demain, avec l'habitat de demain. Aujourd'hui, on crée de la richesse, on crée de la valeur, et notamment à Clermont, dans le cadre des Challenge ici, parce qu'on étudie les impacts de la nourriture sur la santé. Tout ça grâce aux données, aux nouvelles technologies. On étudie aujourd'hui aussi les impacts des biotechnologies sur la terre, sur la nature. C'est-à-dire qu'on peut développer de nouvelles formes de culture, d'agriculture. On crée de la valeur, on crée de la richesse, on crée des emplois. C'est un secteur qui est marchand, mais qui est propre au sens verdure et protection de la planète. Donc la question centrale, effectivement, c'est le découplage. Pollution, économie, on peut aller sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, regardez, pourquoi on n'exigerait pas de tout le secteur marchand, quand ils mettent un produit sur le marché, qui nous explique comment ils vont assurer sa disparition, son élimination. On protège la planète et on fait du business. On doit nous dire comment le produit va être éliminé, ou on se lance dans du business d'appareils qui se réparent. On ne jette plus, on répare. Eh bien, moi je crois qu'il y a véritablement une croissance économique dans ce domaine qui soit respectueuse de la planète. Bonjour, Nicolas Bonnet, adjoint au maire sortant à l'écologie et à l'eau. J'ai différentes... je vais tout formuler sous forme de questions, puisque c'est des questions. Mais j'en ai 6 par contre. Est-ce que j'ai le droit d'en poser 6 d'un coup? Sinon, je peux redemander le micro. Vous me dites combien de questions à la fois?
Ah non, c'est que des questions. Vous pourrez juger si elles sont constructives ou pas. Alors tout d'abord, sur la question de l'eau, j'étais adjoint à l'eau en plus, ça tombe bien. Jean-Pierre mentionnait la question de la rue de la Treille. Alors effectivement, la rue de la Treille a été refaite en début de mandat et a été faite en bitume plutôt qu'en pavé. D'ailleurs, depuis, elles sont en pavé, les autres comme la rue des Chaussetiers. Néanmoins, que ce soit en pavé ou en bitume, je ne comprends pas comment une rue peut absorber l'eau. Donc j'aimerais bien comprendre voilà, comment si on l'avait fait en pavé, elle aurait absorbé davantage l'eau. Même si... Non mais, attends, je finis toutes les questions, comme ça tu pourras répondre à tout. Une question par une question. Alors je vais répondre à ta question. Tu mets des puces, des capteurs, des données pour connaître le niveau d'infiltration de l'eau. Tu verras très vite, même sans capteur, déjà qu'avec ton goudron rue de la Treille, ça ruisselle beaucoup. Donc, et aujourd'hui, avec les urbanistes dignes de ce nom, eh bien, on fait en sorte que pour éviter les inondations et éviter des grands chantiers, des grosses dépenses d'infrastructures, on étudie le ruissellement sur les pentes de façon à ce que l'eau ne se retrouve pas en bas, mais qu'elle s'infiltre systématiquement. Mais je crois que c'est le b.a.-ba et c'est un bon exemple, cette question que tu poses, parce que c'est vraiment une prise de conscience qu'il faut. Et je crois, le rôle de la ville, du maire et de la métropole, c'est dès les écoles, le premier degré, au collège, au lycée, à l'école d'architecture, à Clermont, les ingénieurs également doivent pouvoir savoir, en créant des produits, comment les éliminer, tout comme l'architecture et les urbanistes. Parce que ça, c'est une question essentielle. Donc, moins d'imperméabilisation des sols, plus de perméabilité. On est d'accord, la question c'était juste comment on fait une rue de la Treille qui soit en pavé et qui absorbe l'eau. Mais ça, j'ai pas eu la réponse, c'est pas grave. L'usine d'eau, effectivement, donc Clermont-Ferrand est fournie à 70% par l'eau de l'Allier et à 30% après par l'eau des sources. Il faut savoir que cet été, quand on a eu des problèmes de pénurie d'eau, justement, on a tiré un peu plus sur le côté 70% de l'usine de l'Allier parce que justement, les sources étaient ric-rac et quasiment vides. Donc moi, je veux bien que ça soit un problème qu'on aille prendre de l'eau dans l'Allier. J'aimerais juste comprendre comment on fait pour exploiter encore plus des sources qui sont déjà très limites au niveau de la chaîne des puits. Tout en gérant justement le fait qu'on va avoir de moins en moins d'eau. Ensuite, sur les déchets, on est d'accord sur le fait qu'effectivement, il faut réduire les déchets. C'est première. Je fais toutes les questions à la fois ou... Non, voilà, ce que je te propose... Benoît, c'est bien Benoît, hein, c'est ce que j'ai entendu. Ah non, Benoît, c'est pas moi. Moi, c'est Nicolas. Pardon, Nicolas. Nicolas, ce que je vous propose, on parle de cette histoire de dépendance en eau avec les sources et l'usine. Et après, je regarderai s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une autre question. S'il n'y a personne d'autre, ce sera à vous. Je crois que, mais vraiment, en toute amitié. Le débat pour l'Allier ou pour les sources, il est inutile. L'Allier vient de sources de toute façon. Et le problème, c'est quand on a de la sécheresse liée au dérèglement climatique, que ce soit au niveau de la Tiertaine ou au niveau de l'Allier, c'est la même chose. Donc, Est-ce que voilà, j'ai une dame devant. Et après, Marie-Laure. Oui, bonjour. Je suis Agnès Berthelin, ma profession je la donne, mais je n'interviens pas au nom de la profession, je suis professionnelle de santé aussi. Et vous avez parlé d'écoquartier. Donc actuellement, il y a un écoquartier dont on nous a rabattu les oreilles, c'est l'écoquartier de Trémonté. Pour habiter à proximité de l'écoquartier de Trémonté, il est tout sauf écologique. On nous a dit à l'époque, parce que j'avais été à des réunions, on nous a dit les gens travailleront sur place. Il n'y a pas de travail sur place. Ils ont tous leur voiture, voire 2, 3 voitures. On ne sait plus où ils vont se garer. Et on continue à construire. Il y avait une grande place centrale. Devant, il y avait un espace vert. Il y a une nouvelle résidence qui va se mettre. Donc pour moi, ce n'est pas un écoquartier. Donc je voudrais savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez faire de cet écoquartier et des écoquartiers à l'avenir? Parce qu'en fait, il n'y a aucune incitation pour que les gens prennent les transports en commun. La ligne 9 et la ligne 4, elles mettent toujours perpète pour aller en ville. Moi, je travaillais personnellement au Brézé. Si je prenais le bus, je mettais 3 quarts d'heure. Là, oui, on va plus vite en vélo, je vous l'assure, mais par contre, c'est dangereux et ça pue. Donc si je comprends bien, voilà. C'est une question sur les écoquartiers. Qu'est-ce que ça doit recouvrir? Qu'est-ce que vous pensez en faire? Parce que moi, l'écoquartier qui a été fait par la municipalité actuelle et prévu par les anciennes municipalités, pour moi, ce n'est pas un écoquartier. Voilà.
Ce n'est pas un écoquartier. Il n'a d'écoquartier que le nom. C'est une affaire de communication, mais sans les moyens. C'était une bonne idée au départ. Mais vous ne pouvez pas dire on va faire un écoquartier, on appelle ça, on met un panneau écoquartier et puis on a fait l'écoquartier. L'écoquartier, ça, il doit correspondre à une réalité. C'est-à-dire un écoquartier, c'est un quartier qui est chauffé avec des énergies renouvelables. Ce sont des bâtiments à énergie positive, c'est des panneaux photovoltaïques. C'est un quartier qui est régulièrement alimenté par des navettes, des minibus électriques. C'est un quartier qui n'a pas d'empreinte carbone. Mais quand vous mettez un panneau écoquartier, vous faites des constructions en bois et vous dites avec un peu de verdure, c'est un écoquartier. Non, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Et pour poursuivre sur votre question, on va prendre celle de Marie-Laure. Concrètement, c'est possible de construire des écoquartiers à Clermont aujourd'hui et en pratique? Oui, je pense que vous avez un bon exemple. C'est sur les friches Saint-Jean. La région va construire un lycée qui sera une locomotive pour l'ensemble de ce quartier, avec une nouvelle ligne de transport en commun que je souhaite avec un bus hydrogène. Pour situer, le nouveau lycée sera situé en face du Jean Casino. Et il s'agit de la partie qui est donc au niveau des anciens abattoirs jusqu'à la partie République. Et là, on peut véritablement faire des bâtiments à énergie positive. Véritablement de la végétation, des arbres, de la photosynthèse, de la biophilie, des tondeuses animales, de l'habitat avec des terrasses végétalisées, avec des coefficients de biotope par surface qui soient exigés pour être... Et finalement dire dans ce quartier, eh bien, il y aura que de l'électrique. Des navettes, on pourra y accéder avec un véhicule thermique, mais avec des parkings à l'entrée, de façon à ce qu'on préserve, qu'on revienne comme bien avant et qu'on dise, eh ben, tiens, cette partie de la ville de Clermont, elle est propre. Et puis tiens, le plateau central avec le projet que nous portons vélo électrique, qui faciliter le déplacement à vélo électrique, eh ben, ça sera tout un quartier propre. Et ben, ça, c'est des sujets intéressants. Par exemple, la précédente, enfin, la municipalité actuelle, quand elle a mis en place une troisième voie du jour au lendemain sur le boulevard Côte-Blatin, Aristide Briand, pourquoi aujourd'hui, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas mettre une voie vélo bidirectionnelle, parce qu'elle a renoncé à mettre en place une liaison sud-ouest entre Chamalières, Vallières et le CHU. Si on avait fait cette liaison sud-ouest qui a disparu du jour au lendemain, eh bien, on aurait pu consacrer sur les 3 voies une voie entière au vélo bidirectionnel, ça veut dire que les vélos remontent. Et puis, il faut vivre avec son temps. Regardons ce qui se passe à Amsterdam. Aujourd'hui, avec les algorithmes, on peut maintenant, ce qu'il faut, avec le trafic routier, il faut diminuer la pollution. Pour diminuer la pollution des véhicules, il faut fluidifier. Et on peut fluidifier maintenant en réglant les feux tricolores d'une certaine manière, en réglant différemment la limitation de vitesse de 30 à 100 à l'heure sur certains boulevards. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui, c'est les écoquartiers, mais c'est de profiter de ces nouvelles technologies pour réduire notre empreinte carbone. Bonjour, je suis Marie-Laure Potek, je dirige Urbi à Clermont. Donc je dirige Urbi à Clermont-Ferrand. Oui, c'est déjà parlé. Les gens ne savent pas ce que c'est, Marie-Laure. Ah, je suis désolée alors. Urbi, on fait de la livraison du dernier kilomètre et notamment de la livraison éco-responsable. Et donc je vais évidemment poser une question à ce sujet. Je vous rejoins complètement sur le fait qu'il faut faire évoluer les livraisons et notamment le plateau central me semble un bon terrain de jeu pour démarrer. Néanmoins, c'est un coût. Et aujourd'hui, ni les destinataires, c'est-à-dire principalement les commerçants, parce que sur le plateau, c'est surtout des commerçants qui sont livrés, ni les transporteurs ne veulent assumer ce coût pour des raisons qui sont juste économiques, pour des problèmes de rentabilité et des problèmes de marge. Aujourd'hui, elles ne s'assument pas dans les modèles. Comment est-ce que la collectivité peut accompagner cette démarche-là, à la fois financièrement et puis aussi dans le changement de comportement, parce que je pense que c'est aussi la clé auprès de tout le monde. Moi, je suis convaincu que la collectivité, elle doit jouer un rôle d'amorce, c'est-à-dire elle doit aider au départ. Après, en attendant que le modèle économique trouve son équilibre. Mais effectivement, vous avez parfaitement raison, le coût est plus important, mais il faut savoir ce qu'on veut, il faut le faire, et on vous aidera.
On vous aidera, on sera là, et notamment avec la métropole. C'est obligatoire. C'est pas aux entreprises non plus à assumer les coûts, mais je pense qu'il faut lancer une amorce, aider financièrement, et puis ensuite, en attendant que le modèle trouve son équilibre. Théo. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Théo Durand. Donc, en fait, je suis chargé de projet dans une association qui parle de transition énergétique au niveau européen. Donc, qui fait de la coopération en fait, entre différents territoires ruraux pour qu'ils montent ensemble des projets de transition autour de la transition énergétique. Donc, vous avez parlé en fait des entreprises innovantes que vous pouvez aider, notamment Michelin, par rapport à ses engagements sur l'environnement. Non, mais c'est pas un problème, pas du tout. Mais c'était juste pour parler, par exemple, de mon association qui a été créée à Clermont et qui est aussi innovante et reconnue au niveau européen par rapport à cette thématique-là. Il y a beaucoup d'autres associations qui sont importantes et le terreau est fertile à Clermont-Ferrand. Donc je voulais savoir quelle était votre position par rapport à ces associations. Vous voulez aider les entreprises qui sont innovantes, mais est-ce que vous pouvez aider les associations qui sont innovantes sur des sujets autour de la transition énergétique et qui rentrent complètement dans votre stratégie, qui auraient des objectifs communs avec votre stratégie politique par rapport à ces sujets-là? Merci. Oui, alors, j'ai pas dit que j'ai des Michelin les moyens de s'aider tout seul. Simplement, vous méritez d'être aidé. Je pense qu'il y a des espaces de coworking. Il y a le bivouac. Enfin bon, nous, on met de l'argent public, hein. Je prends le bivouac, par exemple, c'est 500 000 € de la région, 500 000 € de la métropole pour encourager les startups. Ici, nous sommes donc à l'Epicentre Factory, sont abrités des startups qui sont dans l'économie sociale, solidaire, etc. Et je pense que le public doit vous aider, doit vous accompagner, vous principalement. Et après, bien évidemment, il ne s'agit pas d'une perfusion permanente, mais l'idée, c'est de vous faire matcher, de faire rencontrer des grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou des institutions publiques ou des entreprises privées, de façon à ce que ensuite vous pouviez matcher avec elles et trouver un autre équilibre. Mais l'amorce, l'imagination, le créatif, tout ça, c'est vous. Et c'est pour ça que vous méritez d'être aidé. Et puis surtout maintenant, quand vous êtes en phase de croissance. Donc tout à fait favorable à vous soutenir, à vous aider, parce que c'est vous qui trouvez des solutions pour demain. Et les grandes entreprises, les institutions publiques sont demandeurs. Et Emmanuel. Bonjour, Emmanuel, cofondatrice de Epicentre. Il y a dans le rapport du Sénat et d'autres rapports qui sont plutôt alarmants en fait sur la situation du climat et des conséquences sur les territoires, avec des préconisations de gestion des risques. On entre là dans une phase où on va devoir gérer des risques. Gérer des risques à l'échelle d'un territoire, c'est absolument pas anodin. Donc on a un document qui s'appelle le DICRIM qui cite un peu les risques qui sont ceux qui concernent ce territoire et qui n'intègrent pas des risques de stress hydrique, par exemple, ou de gestion de s'il n'y a plus de transport, il n'y a plus d'alimentation qui arrive. Il faut savoir qu'ici, on n'est absolument pas en autonomie alimentaire. Et le PAT que vous avez cité tout à l'heure ne prévoit une autonomie alimentaire à Clermont-Ferrand qu'à 50% en 2050. Comment est-ce qu'on gère politiquement ces risques-là? Vous avez parlé tout à l'heure d'un élu pour gérer la transition écologique. Pour moi, là, on n'est pas dans de la transition écologique, on est dans de l'urgence. Et comment est-ce qu'on associe les habitants? Comment est-ce qu'on associe le monde économique à cette urgence-là, de manière, avec les moyens démocratiques qu'on a à l'échelle d'une ville et d'une métropole? Vous avez parfaitement raison. Encore une fois, on revient au problème de la prise de conscience. Il faut donner des images comme ça. En 2050, si rien n'est fait, Clermont-Ferrand, la métropole, va gagner 2 degrés de plus. En 2100, 4 degrés de plus. Donc le stress hydrique, tout ce que vous citez, on y est. Et aujourd'hui, pour d'abord mieux informer et faire prendre en compte tout cela par la population, c'est de faire de la co-construction, je crois.
c'est agir d'abord la co-construction physique. Nous, ce que nous proposons, c'est une commission extra-municipale pour faire en sorte que les projets que j'ai cités, par exemple le plateau central ou la ceinture maraîchère, elles soient élaborées par les citoyens eux-mêmes. C'est aussi une co-construction numérique avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui. Il faut que tout ce qui va changer les habitudes et qui va demander un effort provienne de la construction des habitants eux-mêmes, des citoyens eux-mêmes. Alors ensuite, pour entrer sur le côté alimentaire, il faut effectivement, on est loin de subvenir à nos besoins d'être autonome, donc il faut favoriser les circuits courts, je le citais, autour de la métropole clermontoise, mais aller bien au-delà des liens avec les territoires ruraux, avec la région, et puis encore une fois, faire appel, je crois, aux nouvelles technologies. Nous regardons ça avec les lycées au niveau de l'alimentation. Vous avez des logiciels aujourd'hui, vous faites rentrer les légumes et les fruits de saison disponibles, ce qui est disponible localement au niveau production, et le coût le plus faible. Vous faites rentrer ces 3 données dans le logiciel, et le logiciel vous sort des menus équilibrés sur toute la semaine, avec, en privilégiant donc ces différents types, du bio, de la production locale, de la pêche raisonnable, de la pêche durable, de la viande issue avec une traçabilité sur le bien-être animal. Et je crois que tout ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est de dire que la métropole clermontoise, elle doit tendre vers une autonomie en favorisant tout le périurbain. Et là, vous avez cité le parc Livradois-Forêt et d'autres, l'ensemble, de façon à mobiliser une économie. Pour le coup, on est dans une croissance économique, une économie maraîchère, une agriculture, de façon à ce que nous puissions bénéficier localement de toute la production. Mais pour ça, il faut arrêter de vouloir des tomates l'hiver, il faut retrouver le goût des fruits et des légumes de saison, et exploiter notre terre végétale qui est au plus près et à distance au niveau du périurbain et de nos zones rurales. On l'a fait, c'est un excellent exemple, le parc Livradois-Forêt. Il faut aller plus loin. Je pense que ce sera la dernière question. Ici. Ah pardon. Donc Fabrice, les 2 dernières. Okay. Fabrice Champ-Martin, horticulteur de formation. Je voulais souligner quelque chose que vous avez dit qui est tout à fait juste et qui est factuel, c'est que la gratuité des transports effectivement est contre-productif. Ça empêche les gens de marcher et de prendre leur vélo. Je suis entièrement d'accord avec vous. Petit aparté. Je voudrais parler de quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les parcs urbains. Les parcs, il se trouve qu'en dehors de Montgisé et de Lecoq, pour les principaux, il y a aussi le parc de la Fraternité et quelques autres petits parcs. Il n'y a pas un parc digne de ce nom pour une ville de la taille de Clermont-Ferrand. Je voulais savoir si... J'ai entendu sur votre projet, je crois que vous parlez des côtes de Clermont que vous voulez aménager en parc de ce genre. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de l'envisager sur la partie justement du quartier Saint-Jean ou sur la partie des friches industrielles de Catarou qui vont être sûrement amenées un jour à devenir de réelles friches et pourquoi pas saisir cette opportunité du passage de la Tirtaine pour la remettre à jour et créer un parc digne de ce nom pour Clermont-Ferrand. Quand je dis parc digne de ce nom, il faut que ce soit 30 ou 40 hectares, hein, s'entend. Sachant que le Lecoq-Montjusé, je crois, font à peu près 30 hectares à eux deux. Oui, c'est tout à fait vrai. On aurait pu ajouter également le parc du Creux de l'Enfer. On va favoriser l'accès à ces parcs par des navettes électriques. Il est possible de faire un parc urbain, d'ailleurs il y en a un en projet du côté de Saint-Jean, au niveau de l'écoquartier. Alors c'est assez compliqué parce qu'il faut reconvertir des friches au sous-sol qui est pourri, je ne vous cache pas, il faut retraiter tous les remblais, mais l'idée c'est d'en faire un ici. Et alors sur les côtes de Clermont, à l'échelle métropolitaine, étendre l'espace naturel sensible jusqu'à ces bassins, c'est-à-dire en faire le véritablement poumon de la métropole clermontoise avec un vaste parcours de santé, parc découverte, faune,
Flore, avec application smartphone pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir, et au niveau historique, gallo-romain et également. Et là, nous portons un projet qui sera véritablement ce poumon métropolitain, avec, en facilitant, et vous l'avez bien souligné, je crois qu'on est à moins de 4% d'espace vert à Clermont. Clermont, c'est la 23e ville en France à ce niveau, par rapport à Paris, qui est la première, et Paris, qui est à 17e seulement au niveau mondial par rapport à Vancouver et Singapour. Donc, c'est dire où nous sommes à Clermont. Nous, et c'est ce qui est paradoxal, je le disais en introduction, nous sommes au cœur d'un écrin exceptionnel que le monde entier nous envie, et on veut développer cette nature en ville, précisément en valorisant l'accès au parc, en créant de nouveau sur Saint-Jean, et en faisant les Côtes de Clermont ce grand poumon métropolitain. L'accès avec des navettes, justement. Et donc c'est votre projet sur des navettes pour faciliter, parce que les Clermontois ne profitent pas seulement. Comme les vélos électriques, on va apporter une aide à l'achat de vélos électriques de 300 €, et on va diminuer, on préfère, vous voyez, diminuer la location de vélos électriques en libre service et apporter une aide à l'achat de vélos de l'ordre de 300 € pour faciliter les déplacements, pour encourager les déplacements en vélo électrique. Bonjour, ce sera très court. Donc Vincent, je suis informaticien, je suis aussi papa de 2 petits-enfants, ce qui fait que je suis assez préoccupé par la sécurité alimentaire et hydrique dont parlait Emmanuel. Et en fait, je voulais rebondir sur sa question pour la reformuler avec une question très simple, en oui ou en non. En fait, il y a une structure qui s'appelle SOS Maire qui a créé une lettre type qui permet de signer les maires résilients, c'est-à-dire les maires qui vont inscrire le risque hydrique et le risque de la sécurité alimentaire au DICRIM pour effectivement faire une priorité et l'afficher comme une priorité. Ma question est donc, est-ce que vous le feriez, oui ou non? Bah oui, c'est une question de santé publique. Merci. Paul, ingénieur. Je viens tous les jours de Cournon en bus. Je mets 50 minutes, donc c'est à peu près du 12 km/h. Donc en fait, c'est la ligne C. Elles ne sont pas efficaces, ces lignes. Quand est-ce que vous prévoyez de les mettre en voie propre, 100% en voie propre? Alors, nous avons le projet de ligne C qui va desservir également la Grande Halle, le Zénith. C'est un projet qui est à l'échelon, à la fin du mandat, avec un bus hydrogène, bus à haut niveau de service, site propre, si tout se passe bien, donc d'ici la fin du mandat. Voilà. Alors voilà, je vais clore là, il va y avoir... C'était le deal, hein. On commence à 12h30, on finit à 13h30. En revanche, je vais d'abord vous remercier d'avoir joué le jeu avec nous. Remercier tous ceux qui sont à l'origine, de près ou de loin, à cet événement. Voilà. Et puis des questions, je pense que vous pourrez les poser aussi directement, puisque vous ne partez pas tout de suite. Hein, on a encore un moment de convivialité avec vous. Voilà. Damien. Une toute petite chose, si vous êtes intéressé par la suite des événements à Épicentre, on va mettre en place une newsletter dans les 2 semaines qui viennent. Voilà, on ne va pas utiliser les mails des inscriptions, on s'était engagé à ne pas le faire, mais si maintenant vous souhaitez vous abonner simplement à cette newsletter, on a laissé un papier là sur le bar, si vous pouvez laisser votre mail, on prendra ces mails et on vous mettra dans la newsletter, et bien sûr vous pourrez vous désengager quand vous le voudrez. Merci beaucoup et merci aussi Jean-Pierre Bonas, merci Pierre et bon pot à tous et on espère échanger ensemble. Merci.